Alors, moi, je vais vous montrer comment en fait on va pouvoir faire du Java sans avoir de JDK sur son poste. Alors, je pense que tout le monde a été confronté, le fait d'arriver dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle équipe, ou alors lorsqu'on veut travailler sur un nouveau projet. En fait, on a toujours cette phase que moi j'adore, c'est de lire cette documentation. Lire une documentation qui peut nous prendre quand même pas mal de temps, d'énergie, de cheveux, j'ai une casquette. Alors, quand on travaille pour un projet monolangage, généralement, c'est assez cool parce que derrière, souvent, l'information est dans le README qui va nous dire, hein, voilà, veuillez installer la version de Java, la version de Node ou tel outillage, etc. Et généralement, on s'en sort plutôt bien. Si jamais ce n'est pas indiqué dans le README, s'il vous plaît, mettez-le. C'est quand même un très bon conseil. Par contre, pour des projets multi-techno, c'est là où on commence vraiment un petit jeu d'artiste, un petit jeu de construction, où il va falloir configurer à la fois généralement du front, généralement du back, une base de données, imaginons des choses plus compliquées avec du Kafka, ou une stack Docker Compose qui va devoir nous faire installer énormément de choses et qui peut vraiment prendre du temps, de l'énergie, et parfois même nous agacer, etc. Alors souvent, l'information est dans le README, mais là, clairement, je vous conseille vraiment de le faire parce que ça va être chiant, clairement. Donc, mettez-le bien, documentez bien vos README, c'est quand même le point d'entrée de votre projet et ça peut simplifier beaucoup de choses et vous faire gagner du temps. Et si on travaille dans l'open source, ça peut faire gagner des contributeurs. Bon, Horatio, on a parlé tout à l'heure. Alors, maintenant, dans les projets, on a souvent de l'architecture microservice. Donc, on a plein de composants. Et moi, je suis le premier à vouloir essayer n'importe quelle techno. Donc, même si la stack, elle est en Java, par exemple, je vais commencer à créer un composant en Go. Puis, je vais commencer à créer un composant, je sais pas, qui parle avec du RabbitMQ ou du Kafka. Du coup, le switch de projet va vraiment être du jonglage, dans le sens où dès qu'on va changer de microservice, il va falloir remettre à jour son environnement pour avoir vraiment une stack qui va marcher et vous permettre de faire fonctionner votre application, votre microservice. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà perdu du temps à faire une commande où, en fait, quand vous faites votre MVN clean install, mais en fait, la version du JDK n'est pas la bonne, la version de Maven n'est pas le cas. Moi, ça arrive tous les jours. Alors bon, bien sûr, c'est une erreur en fait qu'on peut corriger rapidement. Il y a des outils qui existent comme NVM pour les personnes qui utilisent du Node ou SDKman, notamment pour les Javistes qui marchent très bien, qui permet vraiment d'avoir des commandes qui permettent de switcher rapidement d'une version de Java à l'autre. Mais il faut savoir que c'est quand même assez chiant de se dire je suis sur le microservice A, je suis en Java 11, je prends le microservice B, je suis en Java 17 et je prends le dernier, on est en Java 5. Ça commence à être quand même dur le passage, surtout que Java les versions de Java évoluent quand même très rapidement. Et depuis un bon moment, plus d'une dizaine d'années, il y a des IDE cloud qui arrivent. Eclipse, il y a Sun qui est là, il y a du CodeSpaces, il y a du Code Anywhere. Je ne connaissais pas du tout quand j'ai créé le talk. Et il y a Gitpod. Alors forcément, c'est un peu biaisé, je vais vous parler de Gitpod. Je pense que vous vous en doutiez tous. Pourquoi Gitpod? En fait, j'utilise beaucoup GitLab. Et un jour, j'ai vu ce bouton Web IDE que j'utilisais tout le temps. Super pratique pour pouvoir mettre en place des petites corrections sur des fichiers texte, des README, vous vous souvenez les slides de tout début, ou des fichiers properties, même YAML, si jamais on s'emballe, on veut faire des choses de dingue. Et un jour, j'ai vu une petite flèche qui est apparue. Donc, j'ai vu de la lumière, j'ai cliqué, et j'ai vu Gitpod. La description paraissait quand même très attrayante, et du coup, j'ai voulu tester. Et à partir de là, Gitpod, c'est un projet qui est utilisable à partir de GitHub, de GitLab et de Bitbucket. Alors, je ne connais pas le dernier, donc je l'ai mis quand même par principe, mais je ne le connaissais pas. Avec une petite extension Gitpod, en fait, on peut avoir un bouton qui va remplacer dans nos repos du code et rajouter ce bouton Gitpod. Donc, assez sympa. Donc, j'utilise beaucoup GitHub et GitLab. Du coup, c'est un outil que je peux utiliser sur les deux. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très appréciable. Il faut savoir qu'il y a une version qui est gratuite. Et je pense qu'on a envie de tester un produit, on a quand même envie de le tester gratuitement. Et du coup, on a des crédits par mois. Alors, les crédits, c'est un peu nouveau. Avant, on avait un lot de 50 heures. Les 500 crédits, ça correspond à 50 heures si on est dans une configuration standard. C'est-à-dire que depuis un moment, Gitpod met à disposition deux configurations, une standard et une large. Donc, vous voyez les configurations sur l'écran, qui permet vraiment d'avoir un environnement cloud qui est plus ou moins puissant, sachant que le standard est quand même très bon pour commencer, même pour continuer à développer des choses avec Gitpod. Derrière, on peut avoir 4 workspaces en parallèle. Donc, si on est dans un projet qui est microservice, on peut ouvrir 4 microservices en parallèle. Ou alors travailler pour son client, faire de l'open source et travailler, je sais pas, pour des projets perso, c'est aussi possible. C'est quand même une fonctionnalité qui est assez sympa à utiliser et qui quand même un bel avantage à la version gratuite.
Et derrière, quand on va créer un workspace, on va pouvoir l'utiliser 30 minutes après qu'on l'ait utilisé. C'est-à-dire que vous pouvez aller boire un café. Il ne faut pas qu'il dure plus de 30 minutes, mais vous revenez, votre environnement est toujours disponible. Et c'est anodin, mais quand on travaille sur un IDE qui est sur le cloud, moi j'utilise beaucoup les raccourcis clavier et le pomme W sur Mac ferme l'onglet. C'est dommage. Donc ferme votre workspace, votre onglet en fait disponible pour Gitpod. Et du coup, j'aime bien citer ça parce que moi je parle de dev, mais c'est vrai qu'Horatio en a parlé tout à l'heure. Et quand je faisais cette présentation, en fait avec Philippe et Thierry, vous alliez parler dans des conférences, je me rappelle du Jug, j'y étais, pour montrer des cas d'usage, donc on a vu tout à l'heure. J'ai mis les liens. Moi, je suis développeur, je m'appelle Jean-Philippe Baconnet, je suis consultant à Zenica à Nantes, et du coup, je fais partie de programmes communautaires comme Gitpod et GitLab, et j'anime pas mal de meet-up, notamment les Human Talk, les ateliers pour les enfants, le DevOps for Kids, et aussi un truc que Pierre Thibul a créé, le petit logo qui est tout là-bas, communauté tech nantaise. Du coup, au DevFest, on est représenté pour un ensemble de meet-up, et ça, c'est quand même assez cool. Alors, Gitpod. Gitpod, qu'est-ce que c'est? Donc, Horatio en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça ressemble à ça. Et oui, je suis développeur Java, mais j'utilise VS Code. Ça, c'est la première réaction qu'on m'a dit quand j'ai fait cette présentation. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans VS Code? Enfin, tu fais du Java, quoi. Enfin... Alors, avant, il y avait un template IntelliJ qui était disponible. Il a été déprécié, mais il a été remplacé. C'est-à-dire que les équipes de JetBrains et Gitpod travaillent ensemble pour mettre en place qui ont mis en place un outil qui s'appelle JetBrains Gateway, qui permet d'installer ça sur son ordi et de se connecter en fait en SSH sur un repo Gitpod distant. Moi, je ne l'ai pas forcément utilisé. J'ai une connexion pas terrible chez moi. Du coup, j'utilise vraiment Gitpod dans mon navigateur, mais c'est une solution qui marche très bien et qui permet vraiment de retrouver en fait son IntelliJ disponible sur sa machine. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi développer en Java sur le cloud? Et ben en fait, moi, à la maison, j'ai plusieurs ordis. J'ai mon ordi Zenica, j'ai mon ordi perso et j'ai mon ordi de chez mon client. Et souvent, quand je fais de l'open source, ça peut être sur l'un des trois, quoi. Donc, j'ai pas forcément envie d'installer des outils sur mon ordi perso, mon ordi Zenica, et surtout sur mon ordi de mon client, parce que y a quand même, je suis là pour bosser pour mon client. Donc, avec Gitpod, je vais pouvoir travailler sur des projets, peu importe l'ordinateur, même mon téléphone. J'ai essayé, pas pratique, mais ça marche. Et c'est assez pratique pour faire justement pour switcher de projet entre des projets perso, open source, et aussi Zenica, je pourrais rajouter aussi, et de mon client. Donc ça, c'est vraiment pour ça que j'aime ce projet Gitpod. Et surtout, ne rien installer sur son ordi. Et là, j'ai mon vieux Mac qui remercie, parce que mon ordi, il a plus de 15 ans, mon ordi perso, et j'arrive quand même à faire du développement Java, Quarkus, sur mon Mac qui a plus de 15 ans. Donc du coup, mon ordi, il n'a rien installé. Le CPU va très bien, à part Chrome qui s'emballe un peu, mais franchement, c'est top. Ce qui est surtout sympa, c'est de pouvoir ouvrir des projets avec des confs différentes. J'ai dit tout à l'heure, si on prend l'exemple de Java, avoir des microservices Java 5, Java 8, Java 11, Java 17, et les configurer en local et tous les ouvrir en même temps dans un IntelliJ, ça peut être vite galère. Alors que là, avec Gitpod, vu qu'on est vraiment isolé dans des workspaces différents sur le cloud, en fait, on peut ouvrir n'importe quoi. Et du coup, éviter les crashs que j'ai cités tout à l'heure. Alors du coup, on travaille sur le cloud. Ma connexion 4G me remercie parce que je travaillais sur un projet Docker Compose et je faisais que je créais des nouvelles images. Et un jour, j'ai reçu un texto. Mes données avaient été explosées. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Ça m'a fait drôle. Je travaillais sur mon ordi. Et voilà, je voulais faire des choses. Et en fait, j'aurais dû prendre Gitpod directement et éviter ce genre de problème. Alors, comment ça marche? On l'a dit tout à l'heure, on peut se connecter gitpod.io avec votre repository et votre branche. Et derrière, donc vous pouvez le faire soit à partir du petit bouton que j'ai montré dans GitLab et aussi dans GitHub, et à partir aussi du petit bouton qu'Horatio a parlé tout à l'heure. Dans les projets open source, on peut souvent voir des Open et de Gitpod. Ça peut être anodin de mettre ça dans votre README. Souvenez-vous des slides de tout début de README. Ça permet aux personnes qui veulent contribuer sur votre projet d'avoir un bouton. Sous-entendu, vous n'avez rien à configurer sur votre poste. Et moi, ça m'est arrivé de contribuer sur des projets. La techno, je ne la connaissais pas du tout. Et en fait, j'avais rien à installer, donc c'était cool. Je crois que c'était du Rust. Je ne sais pas pourquoi j'étais une perte sur un projet Rust, mais j'avais vu un petit truc à corriger, voilà, ça me faisait plaisir. Et en fait, j'ai été contribué parce que j'avais rien à installer sur mon poste. Très, très simple. Alors, comment ça marche? On a parlé tout à l'heure, il y a un gitpod.yaml dans lequel, par défaut, on va avoir des images mises à disposition par Gitpod, donc Workspace Full ou Base, donc avec plus ou moins d'outils. On peut voir le détail. Et si vous voulez voir toutes les images disponibles, il y a le hub Docker qui est disponible. Il y a vraiment beaucoup d'images qui sont construites.
Et du coup, Horatio, pareil, on a parlé tout à l'heure, mais on peut customiser vraiment notre environnement, soit en mettant un nom d'image, c'est-à-dire qu'on peut avoir construit notre image dans notre coin, on l'a personnalisé avec notre besoin, et derrière, on va pouvoir directement lier à notre projet. Si jamais on veut stocker Dockerfile dans notre repo, ce qui est quand même plutôt sympa de le faire, eh ben, on peut tout simplement mettre une référence image file sur notre projet. Et après, on peut s'amuser à créer des tâches. Des tâches, qu'est-ce que ça va permettre de faire? De faire exactement ce qu'on voudrait faire sur notre poste. Par exemple, je veux installer une librairie A. Et dans la partie task, je vais lui dire exécute-moi telle ou telle commande pour installer notre librairie, notre outil. Voilà. Donc, si on veut installer, je ne sais pas, un JDK 17, on pourrait le faire comme ça. Ce n'est pas forcément la meilleure façon de le faire, mais on pourrait le faire. Et comme ça, dès qu'on va démarrer un workspace sur notre projet, il va exécuter la liste des tâches. Et après, si jamais on veut s'amuser à mettre beaucoup de tâches, on peut synchroniser avec le GP Sync Await. GP, c'est un outil qui est mis à disposition dans les images de Gitpod. GP Gitpod, je pense que vous avez saisi le truc, et qui permet de faire un peu de magie. Après, on va avoir la notion de port. Donc là, les ports, Horatio l'a montré tout à l'heure, quand on a cliqué sur son bouton port, en fait, ça a ouvert un port disponible à tout public et qui permet vraiment de se connecter à notre appli front, back, enfin, ce que vous voulez. Je vais vous le montrer après tout ça. Et après, on peut aussi configurer des extensions. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis développeur, là, c'est Java. Il y a des extensions de Red Hat qu'ils ont faites qui sont vraiment top pour développer Java. Je n'ai pas envie que si quelqu'un arrive sur mon projet, je n'ai pas envie de mettre dans le REMI merci d'installer l'extension Red Hat Java en arrivant sur le projet. Non, autant le faire directement. Donc, à partir de là, quand on va démarrer un workspace, en fait, la personne va avoir toutes les extensions qu'on a définies. Donc, quand vous accueillez une personne dans votre équipe, il n'a rien besoin d'installer. Toutes les extensions que vous voulez, si vous voulez mettre des emojis partout, vous pouvez mettre l'extension dedans, ça va fonctionner. Alors, démo, je regarde le temps parce que je n'ai pas regardé, mais je pense que je ne suis pas trop mal. Donc là, j'ai mon produit, j'ai un repo. Non, je vais rester debout. Je pense que ça va le faire. Donc là, c'est un repo. En fait, dans mon README, j'ai voulu dire que voilà, c'est un projet pour la démo. On peut utiliser une image qui est customisée. Peut-être que le Dockerfile, j'ai même pété pour la démo. Et à partir de là, j'ai le bouton pour ouvrir dans Gitpod. À partir de là, avec une bonne connexion de téléphone ou de Wi-Fi, on peut voir que mon workspace se construit. Il est en train de fabriquer l'image, d'exécuter toutes les tâches. Et là, on va voir plusieurs choses. Donc là, on voit déjà que j'ai deux parties sur j'ai deux terminaux qui sont ouverts. C'est moi qui ai décidé de les splitter en deux. Là, c'est un repo pour faire du Quarkus. Donc là, ce que j'ai fait à gauche, c'est ce qui défile, c'est que je suis en train d'initialiser mon workspace et faire une commande Maven pour récupérer les dépendances et lancer le projet. À droite, c'est mon petit terminal, parce que je ne sais pas si vous connaissez Quarkus, mais quand on lance une application Quarkus, généralement, on peut la laisser allumer toute la journée. Donc derrière, en fait, je vais pouvoir faire pas mal de choses tranquillement. Là, dans ce template, en fait, j'ai décidé de configurer la CLI Quarkus. Moi, la CLI Quarkus, elle est quand même très sympa parce que du coup, on peut faire Quarkus tout court. Et à partir de là, il va donner différentes choses. Donc là, la première fois, voilà, il y a plein de notifs qui partent dans tous les sens. Mais à partir de là, Quarkus permet de faire un Quarkus dev, par exemple, qui permet d'exécuter mon API. Alors, certains diront, OK, en ligne de commande Maven, on peut le faire. Maven Quarkus 2.dev. Je ne suis pas sûr de moi et du coup, j'oublie tout le temps. Donc, c'est pour ça que quand je travaille sur des projets Quarkus, je veux cette CLI. C'est vraiment terrible. Donc là, on voit que voilà, j'ai des erreurs, mais c'est pas grave. Ça vous attendez à quelque chose qui marchait? Non. Donc, en fait, là, comment j'ai fait ça? Hop là. Donc là, mon gitpod.yaml, j'ai décidé de dire, on prend l'image qui est dans le répertoire Docker. Et à partir de là, j'ai dit que je veux du Java 17 et à partir de là, je veux installer SDKman. Pourquoi SDKman? Parce qu'elle me permet d'installer rapidement JBank qui va me permettre de choisir la CLI. Voilà. Moi, j'aime bien ces outils. Du coup, je les ai installés. À partir de là, on voit que dans mes tasks, j'en ai deux. Il y en a simplement une qui va dire coucou, entre guillemets, vous êtes arrivé sur un workspace d'un projet Quarkus et je vais lancer directement avec la ligne de commande Quarkus Dev le projet. Donc comme ça, en fait, quand j'arrive, l'application se démarre. Je pense que dès qu'on travaille sur un projet Maven, Quarkus, Java, la première chose qu'on fait, c'est démarrer l'application. Et en fait, c'est là où j'ai décidé d'utiliser le split write pour ouvrir un nouveau terminal sur la droite et faire des choses. Et en fait, dans la liste des commandes, j'ai mis un petit écho pour dire utilise telle ou telle
commande. Voilà, ça c'est du blabla que j'ai mentionné. La liste des extensions, donc je l'ai mis par en dessous. On voit que j'ai l'extension Red Hat, j'ai du GitLens, et j'utilise le GitLab Workflow, parce que c'est un projet qui est sous GitLab, et qui marche plutôt bien. Et après, j'ai décidé d'ouvrir des ports, le port 8080, donc vu que l'extension a pointé, je pense que ça va marcher. Mais on va tenter quand même. Voilà, je ne vais même pas chercher la règle, c'est pas très grave. En fait, là, voilà, dans Quarkus, on a l'extension Swagger qui permet d'avoir un Swagger sur notre projet et de pouvoir pinguer notre API. Donc, à partir de là, en fait, mon application, elle marche et je peux la pinguer. Alors là, vu que ma démo est totalement flinguée, on va quand même improviser des choses. Là, mon application, hop. En fait, vous voyez, il y a un Docker Compose. Très simple, j'ai voulu lancer des choses. On ne va même pas voir le détail, c'est pas très grave. En fait, comme on est dans un environnement Docker, on peut faire plein de choses. Quand on utilise Quarkus, on peut utiliser les dev services qui permettent d'exécuter des choses. Là, moi, mon API, c'est une API Java qui va taper sur du Mongo. En fait, on voit que je suis en train de démarrer une base Mongo sur mon poste, enfin sur mon workspace Gitpod. C'est-à-dire que là, on pourrait s'imaginer prendre quelque chose de plus costaud, imaginer prendre du Kafka, un truc qui fait exploser toutes les machines, et de le mettre dans le workspace Gitpod, et au final, pas besoin d'avoir une machine puissante. Et même le faire sous tablette ou téléphone, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et après, on peut se dire, ouais, mais faire du Java, c'est bien. Alors, l'effet démo, je le sens bien. Hein. Normalement, il y a la complétion, l'extension de Red Hat, elle est quand même cool pour ça. En fait, on peut vraiment développer en Java. Je vais essayer quand même. Voilà, on peut avoir toutes les extensions, donc au final, on peut s'amuser vraiment à faire du Java dedans. Moi, c'est vrai que je suis en train de monter des petites API Java, j'utilise tout le temps cette extension, tout le temps Chrome, et c'est quelque chose quand même qui est vraiment sympa. Alors, ce qui est bien aussi avec Gitpod, c'est que du coup, les templates peuvent être partagés. Au début, moi, mon template, je l'avais fait dans mon coin. Je m'étais dit, moi, ça me plaît. J'utilise pas tous les jours, mais dès que j'utilise une API Quarkus. Et derrière, en fait, je me suis dit, pourquoi pas la mettre à dispo de la communauté. Pauline en a parlé tout à l'heure. Et du coup, ce template, en fait, on a créé un repo sur le groupe Gitpod Samples. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Là, c'est une capture d'écran que j'ai fait tout à l'heure. On peut voir des templates pour du Next, pour du Wasp, pour du Next.js, pour du Ruby on Rails. Donc, en fait, si on veut travailler, si on veut démarrer un nouveau projet, en fait, au lieu de s'embêter à passer du temps sur cette configuration de workspace, on peut aller voir dans les samples Gitpod, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super sympa. Merci de votre attention. Je ne sais pas du tout niveau timing, mais peut-être qu'on va prendre une question, si vous en avez une. Sinon, on se fait du direct pour le dernier talk. C'est good? Je n'ai pas compris. Au début, vous parliez de 30 minutes avant de durée de vie de workspace. C'est-à-dire que si je fais rien sur mon workspace, si je ferme mon onglet, en fait, mon workspace va quand même être disponible derrière. Par exemple, là, c'est mes workspaces actuels. Et en fait, même si je ferme mon onglet, il va rester en vie. Et derrière, ça me fait penser, hop, vu que j'ai fini, je vais pouvoir l'arrêter. Et comme ça, en fait, le décompte de temps va s'arrêter. Ouais, voilà. Là, Cool. Et à toi, Lisa.